Bienvenue à tous, bienvenue à notre webinaire sur la directive CSRD. Donc, c'est une directive qui vise à prendre conscience des impacts des entreprises sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est une directive qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, tant le sujet est vaste et peut représenter une charge importante pour les entreprises qui peuvent, pour en tout cas, chercher à délocaliser pour échapper aux réglementations. Ça, c'est en partie certains des détracteurs de cette réglementation qui pensent que ça peut avoir cet effet-là. Et d'autres ils voient une opportunité pour plus de stabilité, au même titre que les réglementations prudentielles post-subprimes qui ont renforcé la stabilité du système financier mondial, qui ont aussi réduit la fréquence, la gravité des faillites bancaires. Alors, elles n'empêchent pas toutes les faillites, mais elles limitent leur contagion et protègent mieux les déposants de l'économie réelle. Peut-être qu'avec la CSRD, et c'est aussi l'objectif de cette réglementation, on pourrait éviter des scandales sur les aspects sociaux, de gouvernance, comme par exemple le scandale au niveau Orpea qui a conduit à une perte conséquente de valeur et qui aurait pu être évité. Nous, chez Amindis, on a une approche orientée solution. On propose des outils pratiques pour justement transformer ces contraintes réglementaires en de nouvelles opportunités et proposer une plateforme qui combine les aspects financiers et non financiers de manière à faciliter une gestion holistique des investissements. Alors aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter ce webinaire avec mon collègue Olivier Van Helt, qui est expert en technique financière, qui fait partie du département de recherche et développement, qui est piloté par le professeur Philippe Grégoire, aussi fondateur de notre société, et moi-même, donc Rémi. Je travaille avec Olivier pour mettre en place les outils de recherche et toute la recherche qui découvre, sur laquelle il travaille, pour la mettre en place et proposer des solutions dans le système. Donc le webinaire va se décliner sur à peu près 40 minutes. On va travailler en deux parties principales. D'abord, Olivier va présenter le cadre de la réglementation et puis je ferai un petit aperçu, un petit use case sur CSRD pour illustrer comment est-ce que on peut transformer cette réglementation en un outil qui va piloter la gestion dans son ensemble. Le webinaire est enregistré. Vous pourrez poser vos questions à la fin. On a prévu 5 minutes, plus ou moins, via l'interface GoToWebinar. Voilà, je laisse la main à Olivier. Merci Rémi pour cette introduction. Mais donc, comme Rémi vous le disait, CSRD a déjà fait couler pas mal d'encre. Et CSRD, finalement, fait partie d'un package plus global au niveau européen, qui est le Green Deal, donc le pacte vert européen, qui vise à apporter des réglementations pour normer toutes les considérations ESG dans le secteur financier et dans le secteur corporate. Alors, la CSRD, il faut savoir qu'elle fait suite à une directive qui était déjà en place, donc la NFRD, qui était la Non-Financial Reporting Directive, mais qui avait été jugée insuffisante. Insuffisante, pourquoi? Au niveau de la portée, elle avait un périmètre assez restreint en termes de précision et en termes d'auditabilité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de schéma normatif et donc il était difficile de pouvoir vérifier ou auditer certaines informations. La CSRD est donc venue pour améliorer la transparence de ces informations, de pouvoir avoir vraiment un squelette, une table des matières claire et précise, dans le but de pouvoir auditer et vérifier le comportement des sociétés. Le dernier point qui est avantageux avec la CSRD, c'est que le but est également de faire converger les langages entre toutes les réglementations ESG, donc taxonomie, SFDR et maintenant la CSRD. Alors, vous avez sûrement entendu parler au mois de février du fameux projet Omnibus qui a pour but de reporter certaines échéances. Alors, concernant le calendrier CSRD, effectivement, les dates de reporting pour certaines entreprises, donc les big cap, les entreprises de taille plus modeste et les entreprises n'ayant pas le siège en Union européenne, pour ces entreprises, l'agenda a été un petit peu reporté. Par contre, pour la première vague de déclarations, donc en l'occurrence les banques, les assurances, les public interest entities, l'agenda n'a pas changé. Vous avez dû reporter sur le premier trimestre 2025 à propos de l'exercice 2024.
Alors la CSRD, les principes généraux, ce sont un peu les mêmes que dans la SFDR, ce sont des aspects de gouvernance. Alors la CSRD ne va pas vous forcer à bien vous comporter, mais va néanmoins vous demander de déclarer votre gouvernance pour vérifier ou non si vous avez des scandales ou si les indicateurs sont positionnés d'une telle ou telle manière. Également déclarer votre stratégie à propos de la durabilité. Est-ce que vous en avez une, oui ou non? Sinon, pourquoi? Également, explorer des pistes de gestion de risque. Avez-vous mis en place des modèles en interne pour pouvoir gérer les risques de durabilité, les risques climatiques par exemple, et émettre des indicateurs, de pouvoir déclarer certains indicateurs techniques et de mettre en place certaines cibles. Alors, à quoi ressemble finalement la CSRD? Eh bien, les 4 aspects que je vous ai précités dans le visuel précédent vont être mis en pratique grâce à un schéma, une table des matières qui s'appelle les ESRS, European Sustainability Reporting Standards. Ces ESRS ont été mis en place par l'EFRAG, qui est un groupe d'experts du monde financier, du monde ESG, et qui se décline de la manière suivante. Vous avez un premier chapitre, ESRS généraux, où vous allez retrouver des exigences générales. Donc, vous allez faire un rappel des fondements et des principes de certaines définitions comme la double matérialité. On y reviendra dans quelques instants. Vous avez l'ESRS 2 qui va être vraiment ici une analyse approfondie de votre gouvernance, de votre business model, de votre stratégie, une étude de vos impacts, des risques et des opportunités. Et c'est ce gros travail dans l'ESRS 2 qui va vous permettre de connaître et de savoir quels ESRS thématiques vous allez devoir déclarer. Par exemple, pour un portefeuille, vous allez devoir faire une analyse qualitative, mais plus important, une analyse quantitative de vos positions avec une méthode que nous allons vous expliquer par la suite. Et cette méthode quantitative va pouvoir objectiver si oui ou non vous allez devoir déclarer le SRS E1, E2, E4, E5, etc. Alors, peut-être un focus sur le premier chapitre, donc dans le SRS 2. Alors, il est composé de deux sections finalement de réflexion, de déclaration que vous allez devoir réfléchir avec les organes d'administration, les comités ESG si vous en avez un, émettre certaines remarques quant à la diligence raisonnable, au contrôle, à l'auditabilité de vos déclarations, et de manière peut-être plus impactante, la section 3 et la section 4. La section 3, SBM, donc stratégie, business model, vous allez devoir détailler votre business model, donc le modèle économique qui compose vos activités, identifier votre chaîne de valeur. Pourquoi? Pour pouvoir identifier avec précision les différentes parties qui sont intéressées, leur point de vue. Donc, si vous êtes une société d'assurance, les courtiers, les actionnaires, les clients, les asset managers, etc. Dans cette section, vous allez devoir donner le résultat de votre double matérialité, de l'analyse de double matérialité. Et dans la section 4, expliquer votre processus d'analyse de double matérialité. Alors, ce concept de double matérialité, il est fondamental dans les législations ESG. Et c'est pour ça qu'on va faire ici un petit rappel. Vous êtes donc une institution financière et vous avez investi dans des sous-jacents, vous avez financé des émetteurs. Ces émetteurs, ces sous-jacents, ces entreprises sont sujettes à des risques de durabilité. Par exemple, vous auriez investi dans une entreprise, dans une centrale électrique qui est en bord de mer et qui est sujette à des catastrophes climatiques. Vous avez investi dans un élevage massif d'agriculture et de bêtes qui est situé dans une zone de sécheresse. Vous êtes sujet à des risques de durabilité, des risques climatiques. C'est la matérialité financière. Donc, c'est le premier côté de la double matérialité. En aval, vous avez également une responsabilité parce que vous investissez, vous prenez des décisions ou en collaboration avec les mandats, vous investissez peut-être dans des secteurs controversés, le gaz, le pétrole, certaines entreprises dont les considérations sociales et humaines seraient douteuses, eh bien, vous avez une matérialité d'impact. Et c'est donc ces deux pôles de la matérialité qui composent votre double matérialité
et vous allez devoir faire une analyse de tout ça par la suite. Pour donc prendre les choses dans l'ordre, dans la section 3, vous allez devoir discuter de votre chaîne de valeur. Identifier pour chaque pôle de votre activité qui et quels sont les intervenants. Alors ceci est un schéma suggestif que nous avons composé pour un exemple illustratif, mais pour une société d'investissement type assurance asset owner, vous avez premièrement l'activité commerciale d'assurance. Les clients souscrivent à des primes qui intègrent donc vos fonds propres. Vous devez élaborer une gestion de risque à court terme, à long terme par rapport aux différents profils types de clients. Vous avez par ailleurs peut-être des courtiers qui vous aident pour la distribution des produits. Ensuite, vous avez toutes vos opérations internes liées à vos propres bâtiments, à vos sièges sociaux, donc les différents départements, vente, marketing, finance, légal. Ceci compose vraiment vos effectifs. Par ailleurs, vous pourriez faire appel à des fournisseurs, des prestataires de services pour certains aspects de votre business. Ensuite, vous avez évidemment vos actionnaires et le comité d'administration qui ont une responsabilité particulière dans les considérations ESG. Avec tout ça, vous allez devoir rendre des comptes à la société civile, aux régulateurs. Rendre des comptes sur quoi? Mais bien sur vos investissements. Et vos investissements, c'est exactement le scope 3 dans votre chaîne de valeur. Et finalement, pour un asset owner, les investissements composent la majorité des indicateurs et des impacts ESG de par toutes les positions et les encours. Vos investissements peuvent donc porter sur des entreprises, du corporate, sur des institutionnels, de l'immobilier éventuellement, et un acteur incontournable évidemment dans votre activité, dans votre gestion, est le pôle des asset managers qui doivent aussi refléter quelque part vos souhaits en termes de durabilité. Une fois que vous avez fait ce premier travail, vous allez pouvoir également réfléchir sur les différents axes de votre activité, donc les fonctions internes, l'assurance et ici pour aujourd'hui, plus important encore, les investissements, de faire une matrice d'impact positif, négatif, d'identifier également les risques et les opportunités. C'est donc cette fameuse section d'analyse qualitative sur les impacts, risques et opportunités, c'est ce qu'on appelle les IRO. Et à titre purement illustratif, voilà par exemple vos fonctions internes avec vos bâtiments, vous émettez des eaux usées, des gaz à effet de serre avec la consommation d'énergie, mais c'est évidemment minoritaire par rapport à toute la masse d'impact que vos investissements vont générer. Et vous avez par exemple les GHG, donc les émissions de gaz à effet de serre des sous-jacents, qui vont être un élément évidemment crucial dans le reporting. Alors, comment maintenant objectiver, parce que précédemment, vous avez fait le travail qualitatif de réflexion avec toutes les parties prenantes. Maintenant, comment objectiver de manière peut-être plus scientifique, peut-être de manière plus pragmatique les impacts de vos investissements? Eh bien, vous avez deux solutions. La première, c'est de faire appel à des fournisseurs de données qui vont vous répertorier les émissions, les consommations d'énergie, les déversements d'eau usée de chaque émetteur. Mais évidemment, ce sont des licences coûteuses, ce sont des modèles propriétaires qui parfois vont même apporter certaines divergences en termes de score ESG. Vous auriez par exemple un émetteur qui aurait une certaine cotation en E, S ou G qui va diverger en fonction des fournisseurs. Une deuxième possibilité, et c'est peut-être une possibilité alternative, mais qui est tout à fait validée, les Nations Unies ont fourni des bases de données publiques qui vont régir et expliquer les différents impacts et donner des analyses d'incidence sur les différents facteurs ESG. Donc, premièrement, la base de données Encore, qui va vous donner les impacts sur les systèmes écosystémiques. Donc, on est vraiment dans la branche E de l'ESG. Par ailleurs, l'UNEP-FI, donc United Nations Environment Programme Finance Initiative, a développé d'autres outils pour compléter les analyses environnementales avec les aspects sociaux et gouvernance. Donc, votre portefeuille va donc être reflété par des codes NACE, forcément, et ces bases de données traitent justement des proxys par code sectoriel. Donc, toutes vos positions vont pouvoir être reflétées par des codes sectoriels
et par code sectoriel, vous allez pouvoir avoir l'impact du plus faible au plus fort sur tel ou tel sujet ESG. Ensuite, et nous verrons un exemple dans quelques instants, vous allez devoir arbitrairement décider d'un niveau, d'un seuil d'encours pour dire si oui ou non un tel sujet est matériel par rapport à vos investissements. Et donc, pour illustrer ce cas de figure, nous avons fait un exemple, mais finalement qui est assez complet dans la réflexion. Sur la gauche, vous avez votre portefeuille d'investissement. Alors, on représente par exemple ici trois actifs. Votre portefeuille atteint 50 millions d'euros pour le total. Alors, les 3 actifs n'atteignent pas 50 millions, mais c'est purement illustratif. Il y a d'autres actifs dans le portefeuille. Ces actifs sont représentés donc par des codes NACE. Le premier actif est actif dans l'industrie des produits chimiques, le second dans l'industrie du charbon et le troisième dans la production animale, les élevages animaux. Eh bien, les bases de données encore et une EPFI vont vous donner un ranking pour chaque secteur NACE entre du plus faible, moyen, fort et au plus fort impact pour tel ou tel facteur ESG. Vous voyez par exemple que les émissions de gaz à effet de serre sont une composante de l'ESRS E1 dans votre squelette CSRD et que pour ce facteur-ci, eh bien, l'industrie du charbon, et ce n'est pas une surprise, a un impact très fort sur les émissions de gaz à effet de serre. Sur l'émetteur numéro 2, par exemple, eh bien, dans l'industrie des produits chimiques, l'inégalité des genres a un impact très fort pour le SRS social 1. Si vous considérez uniquement, alors de nouveau c'est arbitraire, mais dans notre exemple, nous avons considéré que les impacts qui étaient forts ou très forts sur un sujet ESG allaient être enregistrés. Donc nous allons enregistrer les montants pour lesquels l'impact est fort ou très fort. Donc nous avions 5 300 000 pour le premier actif. Eh bien nous allons noter 5 300 000 pour ce facteur ESG. Vous allez faire ça pour chaque actif en portefeuille et ensuite faire le total de vos positions qui ont un impact fort ou très fort sur tel ou tel sujet ESG. Et vous voyez ici par exemple que la question des déchets solides, donc l'émission de déchets solides, est impactée à hauteur de 6 050 000 € par vos composants du portefeuille. Votre portefeuille fait 50 millions d'euros et c'est donc 13% de votre portefeuille qui impacte de manière forte ou très forte ce sujet environnemental. Je vous disais tout à l'heure que vous deviez décider d'un seuil arbitraire pour dire si oui ou non vous allez devoir déclarer dans votre schéma CSRD. Eh bien, imaginons que vous ayez posé un seuil de 7% et demi. Eh bien, vous allez devoir divulguer les sujets ESG pour lesquels le seuil est dépassé, donc en l'occurrence celui-ci et celui qui est à 10,6%. En guise de synthèse, il est fortement recommandé, soit en prémisse ou en fin de votre analyse de double matérialité, d'apporter un tableau synthétique qui va pointer, par exemple, et surtout aujourd'hui pour notre exemple, les investissements qui impactent tel ou tel ESRS. Alors si vous avez un portefeuille diversifié, il est fortement probable, dépendamment des montants, bien entendu, que chaque sujet ESG soit pris en compte. Il y a un indicateur évidemment qui est déjà utilisé finalement dans la SFDR, et qui est l'indicateur des émissions de gaz à effet de serre que vous devez déclarer dans le SRS E1 climat, section 6. Alors, c'est évidemment beaucoup de points de données et cet indicateur peut être repris dans cette section du schéma CSRD. Alors, deux possibilités pour calculer les émissions de gaz à effet de serre de vos sous-jacents, de vos investissements. Si vous avez les données en stock, soit par des data providers, soit directement par le sous-jacent, vous n'avez qu'à faire une somme pondérée des émissions scope 1 et 2 de chaque sous-jacent multiplié par le pourcentage en equity que vous détenez dans le sous-jacent. Et si vous n'avez pas les données précises d'émissions de gaz à effet de serre,
vous pouvez utiliser une deuxième méthode, toujours basée sur des données de proxy et de coefficients d'émission avec des bases de données publiques. Peut-être pour détailler la première approche, simplement, donc je disais que c'était une somme pondérée des différentes émissions des sous-jacents en portefeuille. Imaginons par exemple un portefeuille composé de 4 equity. Eh bien, vos émissions du portefeuille vont simplement être la somme des émissions pondérées. Vous détenez 40% de la société A. La société A produit 120 000 tonnes de CO2 équivalent. Vous êtes donc responsable de 48 000 tonnes de CO2 équivalent pour cette ligne. Vous faites ça pour toutes les positions et vous sommez, ce qui va vous donner votre total d'émissions de gaz à effet de serre pour le portefeuille. Alors, dans le SRS en climat, vous pouvez également déclarer votre empreinte carbone. C'est simplement le total brut de vos émissions exprimé par million d'euros investis. Dans le cas des obligations, parce qu'évidemment, dans un portefeuille, vous avez des actions, mais surtout des obligations, vous pouvez calculer également les émissions de gaz à effet de serre pour une obligation d'entreprise. Alors, comment faire? Ici, on ne va plus travailler avec un pourcentage de participation, donc en fonction de la market cap. On va travailler avec le total du bilan. Donc, vous allez prendre la valeur nominale de votre investissement que vous allez diviser par l'EVIC. Donc, l'EVIC, c'est l'Enterprise Value Including Cash, pour prendre en compte, et avec une certaine logique, à la fois l'equity et à la fois la partie dette, donc toutes les sources qui viennent alimenter vos activités et donc produire des émissions de gaz à effet de serre. Pour les obligations souveraines, il n'y a pas de formule à proprement parler pour pouvoir calculer exactement et de manière précise les émissions propres à une obligation souveraine pour un État, mais vous avez l'indicateur d'intensité carbone qui va être calculé pour un portefeuille global comme une somme des poids investis dans chaque de votre portefeuille investi dans chaque obligation gouvernementale divisée par le PIB du pays, ce qui va vous donner un deuxième indicateur que vous allez pouvoir déclarer dans votre ESRS E1 climat. Ensuite, vous complétez déjà les obligations de par la SFDR avec le fameux Pay Statement que vous devez remplir une fois par an. Donc, il y a certains indicateurs que vous pouvez également aller rechercher dans la SFDR pour pouvoir déclarer au niveau du portefeuille dans la CSRD, à savoir l'empreinte carbone et l'intensité carbone de toutes les positions. Et bien voilà, maintenant que j'ai terminé cette partie technique, je laisse la parole à Rémi qui va embrayer sur la démo. Merci Olivier. Dans les prochaines minutes, je vais d'abord vous parler de la solution qu'on a utilisée pour faire l'exemple que je vais vous montrer. C'est la solution Indis. Et ce qu'on va montrer dans l'exemple, c'est comment est-ce qu'on calcule les expositions aux différents facteurs dont Olivier a parlé, qui proviennent de la base de données. J'ai fait l'exemple sur la base de données encore, mais on pourra le voir aussi sur la base de données UNEP. Et comment est-ce qu'on agrège ça dans les différentes catégories thématiques ESRS, de manière à avoir cette matrice d'impact. Et puis, je montrerai quelques éléments de visualisation et on passera aux questions. Donc, la solution Indis, ici en orange, dédiée au secteur de l'assurance, aux assureurs, aux mutuelles et aux fonds de pension, dispose d'un module ESG en plus de tous les autres modules qui permettent d'avoir cette approche complète pour prendre des décisions éclairées non seulement avec les indicateurs de la CSRD, mais aussi avec tous les indicateurs ESG et qui intègrent également le risque et le rendement pour avoir cette vision tridimensionnelle, voire quadridimensionnelle si on rajoute aussi la partie comptabilité financière. Ce que je vais vous montrer, c'est dans l'outil Client Portal, qui est un outil en ligne qui permet de faire des vues, des dashboards consolidés, etc. Donc, voilà un exemple. Ici, je suis dans le portail. Et on a préparé un exemple sur un portefeuille equity à titre illustratif.
Le point important dont on vient de parler avec Olivier, c'est cette matrice d'impact. Qu'est-ce qu'on va devoir divulguer comme indicateur? Et grâce à la base de données encore, on a cette estimation d'impact dans les différentes catégories. Alors ici, on a des impacts importants sur la pollution, sur le changement climatique et sur la biodiversité et les écosystèmes. Ça, c'est pour la catégorie environnement. Et donc, sur ces 3 points-là, on dépasse le seuil. Alors ici, on a mis un seuil arbitraire de 7,5%. À ce niveau-là, la réglementation ne stipule pas d'obligation claire sur les seuils. Donc, quelque part, c'est à chacun de prendre des décisions pour voir quel va être le seuil impactant. Et donc, ici, ces 3 éléments, ESRS 1, 2 et 4, on va devoir divulguer sur des indicateurs plus spécifiques par rapport à ces éléments. Pour le caractère social, ben voilà, on a un impact principalement sur les S1, S2, avec 50% ici du portefeuille qui est impactant sur ce ESRS-là. Alors maintenant, on va regarder en détail comment est-ce qu'on a obtenu ces chiffres, comment est-ce qu'on les calcule. Et pour ça, je vais aller sur un élément plus détaillé du portefeuille. Alors, une petite parenthèse pour vous montrer à quoi ressemble la base de données encore. Donc, c'est un fichier Excel que vous pouvez télécharger sur le site web encore. Et pour chacune des classifications, sections ENACE, il y a un code permettant de voir si des entreprises de ces secteurs vont impacter différents facteurs. Ces différents facteurs, on les voit ici. Les 2 premiers sont les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de gaz non effet de serre, mais qui sont polluants, donc des émissions toxiques dans l'air. Et ces 2 premiers facteurs vont se regrouper dans le ESRS 1 lié au changement climatique. De même, pour le ESRS E2 pollution, on va prendre en compte des émissions qui vont polluer l'eau et les sols. Pour le SRS 3, les ressources aquatiques et marines, on va prendre en compte l'eau qui est utilisée, la surface d'eau claire qui est utilisée, etc. Pour les 5 ESRS liés à l'environnement. Et donc, cette gradation, il y a 5 niveaux. Donc, de VL, Very Low, donc là, on considère qu'il n'y a quasi pas d'impact, à low, medium, high et very high. Alors nous, dans l'outil, on va transformer ces facteurs pour chacun des émetteurs. Par exemple, ici, j'ai les différents secteurs et mes émetteurs. Pour chacun des émetteurs, je regarde pour chacun des facteurs quel est le rating d'impact. Donc ici, typiquement, sur les restaurants, j'ai peu d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un impact low. Et on considère du coup qu'on ne va pas prendre ça en compte dans le calcul du facteur pour le SRS. Et donc, par rapport à Autogrill, je ne vais pas prendre les montants investis en compte. Par contre, pour ce qui est de la génération d'électricité, de gaz, etc., ici, j'ai différents émetteurs du secteur de l'énergie et ils ont un impact, un facteur d'impact qui est H. Et donc, pour le premier facteur, émissions de gaz à effet de serre, je vais garder l'entièreté de ces investissements pour calculer mon montant d'impact. Donc, ça, c'est la manière dont on va le calculer. Ici, on a de nouveau fait un choix, on va dire, arbitraire, stipulant qu'on garde tout ce qui est de niveau high et very high. Alors, on peut se focaliser sur tout ce qui est H. Pour le premier facteur, on a aussi le transport et le transport dans l'eau et les passagers. L'avantage, c'est que non seulement on a cette découpe sur les critères qui sont fournis par la base de données encore, mais le système
va également pouvoir recalculer et redécouper ça sur n'importe quel autre critère, ce qui permet d'explorer ces événements, ce qui permet d'explorer ces différents aspects sur tous les critères. Donc, par exemple, on pourrait redécouper ça par pays et on aurait la vue de ces différents impacts. Donc, ici, par exemple, on est fort exposé aux Pays-Bas. Si je regarde le facteur émission de polluants dans les sols et dans les eaux, je vois qu'aux Pays-Bas, on a une forte exposition. Et donc, on peut regarder plus précisément à quoi correspond cette exposition. On voit rapidement qu'on est fortement exposé à hauteur de 8% à ASML, société qui produit des puces électroniques. Et on a, pour le rating correspondant à ces émissions, forcément, on a un high et donc 8% d'impact par rapport à ces expositions. Et donc, ça permet ainsi d'explorer son portefeuille, de le découper sous différents critères d'agrégation et de désagrégation et de pouvoir utiliser ça aussi dans la gestion journalière. Si on regarde au niveau des totaux, comment est-ce qu'on va calculer les ESRS? Donc là, de nouveau, on a stipulé une règle arbitraire qui va être de dire je prends le maximum de chacun de mes facteurs. Donc pour le ESRS E1, on avait vu que c'était les facteurs gaz à effet de serre et émissions polluantes. On a deux valeurs, 4,7 et 9,7. On va prendre le maximum. On peut mettre en place n'importe quelle règle en fonction de ce qui est décidé. Pour cet exemple, on a décidé de prendre le maximum. Et donc, ce 9,7, on va le retrouver dans le tableau de notre matrice d'impact. De même, pour la partie pollution, on a deux facteurs. Celui-là, 21,5, et celui-là où on n'est pas impacté. Donc, on va garder 21,5, etc., etc., pour chacun des facteurs. Donc, si je reviens sur la visualisation et cette overview globale, je retrouve, pour ma partie ESRS E1, je retrouve bien mon facteur d'impact 9,7 que je vais du coup devoir discloser, rapporter. Alors ça, c'est en pourcentage. Naturellement, on va pouvoir regarder quel est le montant total qui est investi et qui impacte ces différentes catégories. C'est ce qu'on a représenté dans ce graphe où pour chacune des catégories, on a le montant d'impact. Naturellement, l'impact sur la catégorie S1 au niveau des employés de la compagnie représente un très gros impact. Et ça représente plus de 200 millions. On a un portefeuille d'environ 200 millions. De cette manière, on visualise directement qu'est-ce qui est impacté par nos investissements. L'avantage d'utiliser une base de données comme la nôtre, c'est que tout peut être également historisé. Et donc, on peut représenter les évolutions des investissements avec ces différentes catégories. Ce qu'on a représenté ici, de manière à voir, tiens, est-ce qu'on a plutôt tendance à diminuer nos impacts ou à les augmenter, etc. Ensuite, ici, on a préparé une autre visualisation qui permet de voir pour chaque émetteur les catégories qui vont être impactées par l'émetteur. Ce qui permet également de prendre des décisions d'investissement. Tiens, voilà, ici, j'ai une entreprise qui génère beaucoup de gaz à effet de serre, qui impacte plusieurs catégories. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de surallouer ou sous-pondérer de manière à réduire mes impacts, ou je choisis de prendre une autre approche et de participer activement dans l'entreprise et de prendre part aux décisions de vote pour transformer l'entreprise et aller vers des solutions qui vont être moins impactantes dans les différents secteurs. Donc ici, l'avantage aussi, c'est que tous les personnes
qui sont incluses dans l'écosystème des investissements vont avoir accès à ces tableaux et vont pouvoir consulter les informations et les partager entre les différentes équipes. Une fois qu'on a décidé, si je remonte au niveau de qu'est-ce qu'on doit divulguer, alors on va récupérer les données fines au niveau de chaque émetteur et divulguer les empreintes carbone, l'utilisation de l'eau, la génération des déchets, pour les aspects sociaux, la création des emplois, le pourcentage par exemple de la parité homme-femme au niveau des employés et du board, etc. Ces données-là peuvent être récupérées, on l'a vu, soit on a la donnée, elle est disponible, soit on peut faire des approximations sectorielles si la donnée n'est pas disponible. Ça, c'était au niveau du détail. Bon, je vais montrer pour la partie encore. Naturellement, c'est la même logique pour calculer et obtenir les chiffres pour la partie sociale. Et à côté de ça, naturellement, ici, c'est des visualisations plutôt interactives. Naturellement, on pourra utiliser le module de reporting pour faire des rapports type Word, PDF, Excel, PowerPoint et avoir accès à tous ces éléments directement sous la main, de manière à avoir les rapports également, on va dire, version papier. Un exemple ici de template qu'on pourrait utiliser représenterait une partie qualitative et une partie avec la matrice de matérialité et de nouveau des tableaux représentant les différents aspects, la répartition, l'impact au niveau montant pour chacun des ESRS par émetteur, des tableaux globaux, etc. Voilà pour la partie exemple. Quels sont les avantages à retirer de ces différents éléments? En utilisant l'ADB encore et l'ADB fourni par l'UNEP, on peut avoir des outils qui permettent du coup de rapidement avoir un détail de l'impact des investissements avec cette granularité, également une flexibilité dans la paramétrisation puisqu'on peut choisir les seuils, on peut choisir les règles qu'on va mettre en place pour choisir comment est-ce qu'on agrège les montants des facteurs en ESRS, qu'est-ce qu'on prend comme seuil, etc. Par ailleurs, l'outil va permettre de faire tous ces calculs consolidés au niveau de l'entreprise, du groupe, mais en prenant des exclusions, par exemple, sur les portefeuilles par unité de compte. Cette approche permet une économie de coût, puisque en calculant et en estimant avec les proxys les impacts qu'on a, après, on peut choisir les données qu'on va reporter, divulguer, et naturellement, ça fait une quantité de données plus faible, puisqu'on n'est pas obligé de divulguer sur l'entièreté de toute la couverture des investissements, puisqu'on peut considérer que certains ne sont pas impactants. Et naturellement, tout ça va s'inscrire dans un processus automatisé qui va permettre un gain opérationnel et également une meilleure communication entre les départements, un partage d'infos entre les équipes gestionnaires d'actifs, entre les équipes ESG, les équipes de reporting, etc. Les prochains rendez-vous, on aime bien rencontrer les gens en présentiel. On est présent à plusieurs événements. On sera présent à Paris le 12 juin avec aux événements de la GFI, le Institutional Day. On est présent également en Belgique à travers les événements organisés par la CFA Society Belgium. Il y a des workshops sur l'analyse financière qui prend en compte les caractères ESG qui ont lieu dans les prochaines semaines. Et naturellement, on vous invite à prendre et on est ravis de toujours vous présenter plus en détail nos solutions. Et donc, n'hésitez pas à demander une démo personnalisée à travers notre site web. Voilà, ça clôture la présentation du webinaire. N'hésitez pas à poser des questions à travers l'outil. Je vois qu'il y a déjà eu des questions pendant la présentation qui ont été posées très tôt. Je propose je vais lire les questions. Donc, la première question fait référence à un des slides que tu as présenté assez tôt. Qu'est-ce que vous entendez par Public Interest Entities? Alors,
Bon, je pense que c'est pas forcément nécessaire de retourner sur le visuel, mais Ouais. les Public Interest Entities, c'est donc bon, tout d'abord, il y a des répertoires publics qui vont vous dire si oui ou non vous êtes une PIE. Ce sont des répertoires par pays avec certains critères. Donc en France, ça pourrait être un peu différent d'en Belgique, par exemple. Mais globalement, les PIE, ce sont des entreprises cotées soumises à la négociation sur les marchés. Donc des entreprises d'une taille quand même considérable. Des entreprises du secteur financier, donc les institutions clés que sont banques, assurances, institutions de crédit, donc mutuelles, et également les entreprises qui ont un intérêt ou en tout cas un impact considérable au niveau sociétal et au niveau économique. Donc des grandes entreprises ou des entreprises d'investissement type asset owner. Donc dans votre cas, vous êtes une PIE. Ok, merci. Donc la question suivante, comment calculez-vous les émissions avec les facteurs? Oui, alors, donc ça, je vais peut-être reprendre Ouais. la présentation. Donc, on avait vu deux manières de calculer les émissions pour le cas d'utilisation des equities. Alors, vous avez par exemple la deuxième méthode qui vous permet quand même de calculer, en tout cas avec des estimations, les émissions de gaz à effet de serre pour vos sous-jacents, si vous n'avez pas les données précises de part des data providers ou tout simplement directement de par l'entreprise dans un rapport en particulier. Alors à ce moment-là, vous avez de nouveau des bases de données qui sont publiques où vous pouvez trouver des coefficients d'émissions. Donc par exemple ici, on a répertorié un exemple avec 4 positions, donc 4 actifs. Le premier est une société active dans le secteur des télécoms. Pour ce secteur-ci, donc c'est à nouveau par code NACE, vous allez avoir un coefficient d'émission qui est de 0,6, c'est factuel. Et pour pouvoir calculer les émissions de cet investissement, vous allez simplement multiplier le chiffre d'affaires par évidemment votre position dans l'entreprise. Donc, si vous avez 5% de 3 millions, vous allez avoir 150 000 euros à prendre en compte. 150 000 euros fois 0,6, qui est le coefficient, qui va vous traduire le chiffre d'affaires en émissions pour tel ou tel titre. Et donc, vous aurez 90 000 kilos de CO2 par équivalent de CO2 par euro de revenu. Et donc, vous faites ça pour toutes les lignes en portefeuille. Si par exemple, vous avez un actif qui opère dans 2 secteurs différents, eh bien, vous allez devoir splitter la pondération que vous avez en portefeuille dans cette entreprise par la proportion qui opère dans chaque secteur au sein de l'entreprise. Et donc, c'est à nouveau le même principe, le poids dans l'entreprise fois le pourcentage d'opération fois les émissions et le coefficient d'émission. Et donc, vous allez sommer de nouveau pour avoir ce total global d'émissions de gaz à effet de serre. Mais évidemment, c'est une méthode qui est moins précise que d'avoir les données directes. Maintenant, avec la CSRD, avec les obligations de déclaration, les entreprises vont être obligées de déclarer ce type d'indicateur. Et donc, en regroupant, alors c'est un travail considérable, mais en regroupant les différents rapports de vos investissements, vous allez pouvoir trouver ces valeurs normalement dans les comptes annuels, dans les déclarations annuelles CSRD. Il y a encore plusieurs questions, on va en prendre une dernière et puis on répondra aux autres questions par email. Mais donc là, la question suivante qui fait lien avec ceci, c'est que faire si un actif a plusieurs codes NACE? Si un actif a plusieurs codes NACE, et finalement, ça va être le cas, donc, comme on le voyait ici dans l'exemple, dans le tableau, vous allez simplement splitter les activités avec, ici, je peux réutiliser le tableau, mais donc par exemple, si vous avez 60% qui est actif dans le food and bev, eh bien, dans le système, en tout cas dans notre solution,
vous allez pouvoir détailler les sous-catégories NACE de chaque investissement et donc pouvoir calculer les émissions correspondantes. Et la proportion de chaque compagnie à chaque secteur. Ouais. Ok, voilà, on arrive au terme de ce webinaire. On espère que cela vous aura intéressé. On vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. On répondra aux questions qui restent ici en suspens par email et on vous souhaite une excellente journée.